Hop, je mets le bon lien. Voilà, ça a été partagé. Donc, dans 7 minutes, il est 21h, nous commencerons à discuter du sujet, qui est un rapport de Robespierre, donc rendu à la Convention nationale. La Convention nationale, c'était l'Assemblée. C'était l'Assemblée à ce moment-là, qui donc a le pouvoir législatif. Et Robespierre, de son côté, est membre du comité de salut public, qui était un comité d'urgence, qui était censé régler la situation d'urgence dans laquelle était le pays, suite aux différents conflits extérieurs, face à la première coalition, qui était à ce moment-là composée de beaucoup de monde, parce qu'il y avait les Autrichiens, il y avait les Prusses, enfin les Prussiens, il y avait l'Espagne, il y avait l'Angleterre, il y avait plusieurs États allemands, il y avait beaucoup de monde. Donc militairement c'était compliqué. Et en plus il y avait un autre aspect c'est les guerres intérieures, parce qu'il y avait les Vendéens, mais plusieurs révoltes aussi internes, il y avait les révoltes fédéralistes, les révoltes d'autres révoltes royalistes. Donc la situation du pays était très très compliquée. Donc la Convention nationale fait appel au comité de salut public, enfin crée le comité de salut. D'abord, Robespierre n'est pas membre de ce comité de salut public, il en est membre que plus tard. Il rentre en juillet 1793 au comité de salut. Alors que le comité de salut public est créé en avril, le 6 avril, je crois que c'est le 6 avril 1793, et Robespierre il rentre en juillet. Mais du coup, on fait il en est membre et il en est une des figures majeures. Et donc, ce comité de salut public, par contre, c'est lui qui dirige le pays, mais il est responsable devant la Convention. C'est pas un organe tout puissant il a beaucoup de pouvoir, mais sous contrôle de la Convention. Donc, ses pouvoirs sont totalement contrôlés. La Convention peut décider de révoquer ses membres, et donc également de rendre des rapports à la fois sur son action, mais également sur ce qu'il préconise pour diriger la France. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Robespierre rend ce rapport. Donc, dans ce rapport, il va parler de comment lui voit la manière dont doit être organisée la République. Donc, dans 4 minutes, on commence à l'analyser. Si on attend que ça commence, vous pouvez aussi aller voir la dernière vidéo, enfin la dernière publication qu'on a faite sur notre page Facebook, qui est sur l'Union latine, qui est une union monétaire qui a été fondée au 19e siècle, en 1865, 23 décembre 1865, donc on fêtait l'anniversaire aujourd'hui. C'est une union monétaire qui réunissait donc la Belgique, la France et l'Italie, et qui va s'étendre à d'autres pays par la suite. Une grande partie du monde, au final, va y être. Ça va de la Finlande, l'Espagne, l'Autriche-Hongrie, la Roumanie, la Russie. Les pays qui vont manquer, en fait, ça va être surtout la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et donc, c'est une union qui est censée permettre d'avoir une monnaie, pas une monnaie unique, mais un cours monétaire un peu plus stabilisé. Mais ça va prendre fin en 1927. Alors, sachant qu'à partir de la Première Guerre mondiale, l'Union monétaire était déjà très fragilisée et va progressivement péricliter du coup finalement en 1927. Oui, Félix Cornelius, il n'y a pas grand monde sur. En même temps, voilà, comme je dis, je teste sur YouTube, c'est la première fois que je fais le live sur YouTube, donc déjà, peut-être que les gens attendent pour lancer le live, donc je vais juste mettre un dernier petit message sur le groupe Facebook d'Histoire d'apprendre, sans dire aux gens que le live va commencer. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont arriver. On verra, donc peut-être qu'il y aura de nouveaux types de. Que je sors on est habitué. Puis ça, je lance en avance parce que je pour m'assurer que la technique fonctionne.
Voilà. Juste le message et on va ensuite commencer. Voilà. Donc, il est même plus 1 heure et nous pouvons commencer à discuter de ce texte. Donc, comme je l'ai dit au niveau du contexte, en février 1794, le comité de salut public a été créé par la Convention nationale, enfin il a été créé il y a presque 1 an, en avril 1793, pour faire face à la situation d'urgence à laquelle fait face le pays. Dans les guerres extérieures face à la première coalition, réunissant Bonjour Jean-Paul le Jeune, donc la première coalition réunissant l'Espagne, l'Autriche, le Royaume-Uni, la Prusse, des États allemands, le Portugal, et aussi, donc il y a plein de monde contre la France. Un peu partout royalisme entre les pays, et les révoltes fédéralistes, donc situation extrême. Il y a également la disette, difficultés alimentaires, et des tensions dans les colonies sur la question de l'esclavage. Esclavage qui est d'ailleurs aboli ce 4 février 1794. Donc c'est en plus, ce rapport n'aborde pas la question de l'esclavage, mais c'est quand même un élément fort du contexte dans lequel ce rapport est lu à la Convention. Donc, la France a été à plusieurs reprises sur le point d'être vaincue par la coalition, mais à ce moment-là, en février 1794, la situation militaire s'est améliorée et la situation également interne s'est améliorée. Par contre, il y a toujours les disettes alimentaires qui font toujours rage dans le pays. Dans ce cadre-là, le Robespierre rend un rapport selon lui comment doit être organisée la République. Sachant qu'il y a la Constitution de l'an 1 qui est depuis 1792, qui est depuis 1793, je veux dire. Cette Constitution, par contre, a été gelée en attendant que la situation du pays s'améliore. Donc elle est non appliquée, mais donc on voit le fait que Robespierre rende un rapport sur la question de l'organisation de la République montre qu'il y a la question de quelle constitution appliquer réellement et immédiatement. Il faut éliminer les factions. Ça, oui, ça va arriver. Ça, la lutte des factions, et d'ailleurs plusieurs points de ce rapport abordent la question des factions. On le verra, mais en effet, il y a la question de la lutte des factions et l'élimination des factions va être présente dans ce rapport. Donc, ce que je vous propose, c'est, je ne sais pas si je lance la vidéo, si je lance la vidéo, je lis ce texte, ou sinon c'est moi qui vous le lis. Non, je pense que le plus simple, c'est que ce soit moi qui vous le lise directement. Je pense que ça sera le plus simple. Et puis je m'arrêterai pour analyser les différents points. C'est juste que du coup, je ne pourrais pas regarder le chat en même temps. Donc, ce rapport, il commence déjà par dire: nous voulons en un mot remplir les vœux de la nature, accomplir le destin de l'humanité, tenir les promesses de la philosophie, absoudre la providence du long règne du crime et de la tyrannie. Alors déjà, dans ces deux premières phrases, on peut déjà remarquer plusieurs choses. Déjà, il y a un côté assez grandiose et éloquent à ce qu'il dit, puisqu'on parle de vœux de la nature, de destin de l'humanité, promesses de la philosophie, absoudre la providence. Donc c'est des termes forts, c'est des termes élogieux et qui font appel à un côté aussi divin et destiné, ce qui aussi s'explique par le fait que Robespierre est quelqu'un de déiste, mais il s'agit vraiment d'introduire les choses avec quelque chose d'impactant. Et ensuite, il parle d'un long règne du crime de la tyrannie qu'il faut absoudre. Donc là aussi, on retrouve l'idée que la France a ce destin d'absoudre, de renverser la tyrannie en France, mais également au-delà des frontières. Ce qui, dans ce contexte de guerre face à des monarchies, est intéressant. Ensuite, il poursuit que la France, jadis illustre parmi les pays esclaves, éclipsant la gloire de tous les peuples libres qui ont existé, devienne le modèle des nations, l'effroi des oppresseurs, la consolation des opprimés, l'ornement de l'univers, et concelant voilà notre mission, voilà notre but. Donc la France, jadis illustre parmi les pays esclaves, ça, parce que la France était une monarchie absolue. C'était un des pays où le roi avait un des pouvoirs les plus importants, et puis c'était une des plus grandes puissances européennes. Louis XIV, c'était vraiment ce qui est l'image de la monarchie absolue d'Ancien Régime en Europe. Donc la France part de là. Et maintenant, c'est un modèle républicain, un modèle qui effraie les oppresseurs, donc les autres monarques,
qui donc, c'est pour ça qu'ils sont en guerre contre la France, et consolation des opprimés, parce que la France est donc un modèle pour les peuples opprimés de ces monarques. Et donc un modèle qui doit permettre de rallier à la fois ces peuples et d'aider à les libérer. Ensuite, quand il dit scellant notre ouvrage, notre sang, ça fait référence à tous les sacrifices que la France doit faire. Donc les sacrifices par la guerre, comme voilà, la France est en guerre interne et extérieure. Donc le sang des soldats coule, et ce sang qui coule ne coule pas pour rien. Il y a une raison, il y a un but à cela. Donc ça aussi, ça permet de donner une justification à ce qui est en train de se passer et une sorte de motivation en fait à la convention, mais également du coup publiquement, puisque les discussions à la convention sont publiques. Ce qui n'est pas le cas au comité de tel public, mais par contre à la convention, il y a une publicité des débats. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'organisation de la France républicaine. Quelle nature du gouvernement peut réaliser ces prodiges? Le seul gouvernement démocratique ou républicain? Ces deux mots sont synonymes malgré les abus du langage vulgaire, donc là il dit qu'il faut un gouvernement démocratique et républicain, et pour lui les deux sont de même. Il enchaîne en disant que l'aristocratie n'est pas plus la République que la monarchie, donc là il s'agit de critiquer un organisme aristocratique, et là-dessus, pour Robespierre, c'est une critique également du suffrage censitaire. Il faut rappeler que le suffrage censitaire, c'est ce qui avait d'abord été mis en place en 1789, enfin pour les premières élections en 1790, dans la discussion de 1789, il y avait l'idée d'instaurer un suffrage censitaire. Donc il fallait payer 3 journées de travail, l'équivalent de 3 journées de travail en imposition, pour pouvoir voter. Sachant que 3 journées de travail, c'était pas la même valeur selon les régions. Donc en fonction de là où on habitait, le seuil pour pouvoir voter n'était pas le même. Donc, pour Robespierre, lui, à l'époque, avait déjà été opposé à ce suffrage censitaire. Il avait défendu l'idée qu'il fallait un suffrage universel, considérant déjà que c'était instaurer une nouvelle aristocratie, une aristocratie des riches, qui au final ne faisait que remplacer l'aristocratie nobiliaire, mais également l'idée que on ne pouvait pas demander à un peuple d'obéir à des lois qu'il n'avait pas faites, et également l'idée que une partie des gens qui ont fait la révolution n'auraient pas pu voter avec un tel sens, et que c'était injuste. Donc Robespierre s'est battu comme ça, et on retrouve cette idée-là, donc l'idée que on ne peut pas faire une république sur un modèle aristocratique. Et après, il dit également que la démocratie n'est pas un État où le peuple continuellement assemblé règle par lui-même toutes les affaires publiques, encore moins suivies ou 100 000 fractions du peuple par des mesures isolées, précipitées et contradictoires, décideraient du sort de la société entière. Un tel gouvernement n'a jamais existé et ne pourrait exister que pour amener le peuple au despotisme. Là, on trouve deux autres critiques. Une critique de ce qu'on pourrait appeler la démocratie directe, où le peuple est continuellement assemblé et va régler toutes les affaires publiques par lui-même. Et là-dessus, il peut viser tout ce qui est enragé, sans culotte, et les hébertistes, donc tout ce qui est les courants très radicaux de la Révolution et du peuple parisien, qui a à plusieurs reprises pénétré dans la Convention nationale, donc l'Assemblée, pour imposer ses vues et un peu forcer la main des députés. Donc ça, certes, les montagnards ont pu s'appuyer là-dessus pour arriver au pouvoir, mais Robespierre n'a jamais non plus trop apprécié cela, et toujours vu ça quand même comme une situation qui n'est pas très normale. Donc il critique cela. Il critique également l'idée d'un peuple, enfin de décisions qui sont prises par 100 000 fractions du peuple, donc par des qui prennent de manière isolée des décisions qui veulent imposer à tous. Donc là, on peut viser à la fois les clubs, les nombreux clubs et nombreuses sections, qui de leur côté du coup prennent leurs décisions et cherchent ensuite à les imposer à la convention, alors que c'est la décision juste d'un club ou d'une section parisienne. Donc il dit qu'on ne peut pas gouverner comme ça, on ne peut pas gouverner avec plein de sections différentes qui prennent des décisions de manière isolée et contradictoire, qui veulent ensuite les imposer à tout le monde. Et on peut aussi voir une référence éventuellement au fédéralisme, en tout cas l'accusation de fédéralisme, parce que les révoltes fédéralistes, donc c'est des révoltes qui ont suivi l'éviction des Girondins et qui ont eu des révoltes du coup souvent dans les endroits qui avaient élu des députés girondins et qui se sentaient quand même un peu floués de voir les députés qu'ils avaient élus se faire révoquer par le peuple parisien. Ils avaient un peu l'impression que Paris se prenait pour le maître de la France, que le peuple parisien. Donc, donc il y avait ça provoqué des révoltes dans différents endroits, par exemple à Caen, on a eu pas mal, mais aussi à Lyon. Donc c'est à Bordeaux aussi,
dans Bordeaux, Girondins, forcément, c'était beaucoup de députés Girondins venaient de là, d'où leur futur nom qu'ils n'avaient pas encore à l'époque. Mais et donc, du coup, en réaction à ça, les montagnards accusaient les Girondins d'être fédéralisés, de vouloir une France fédérale, et donc où la France serait donc divisée en plusieurs fractions. Ce qui n'était en soi pas le cas. Les Girondins étaient aussi centralisateurs. Ils ne voulaient pas que la France soit une fédération de différentes régions. Ce n'était pas le but, mais c'était la caricature qu'en ont fait les montagnards à ce moment-là. Et donc ensuite, il dit, voilà, après avoir dit ce que pour lui la démocratie n'est pas, il dit ce qu'est la démocratie. Donc la démocratie, c'est un État où le peuple souverain, guidé par des lois qui sont son ouvrage, fait par lui-même tout ce qu'il peut bien faire et par des délégués tout ce qu'il peut faire lui-même. Donc il ne rejette pas toute idée de démocratie directe, parce qu'il dit que sur certains trucs, le peuple peut le faire lui-même. Mais par contre, il doit avoir des délégués qui s'occupent du reste. Et donc il faut faire une distinction entre ce qui peut être décidé par... oui, il y a eu des répressions violentes, par les intendants en mission. Il y a eu plusieurs intendants en mission qui ont été très violents, tous n'ont pas été très violents en fait. Ceux qui sont plus connus, c'est ceux qui se sont illustrés par leur mission, par leur violence. Donc tout ce qui est les Fouché et compagnie, qui ont été donc pas les intendants en mission, les représentants en mission, qui ont été d'une grande... certains ont été en mission, donc Fouché, Collot d'Herbois, Couton, Saint-Just l'a été aussi, Carrier aussi qui a été très violent, Jean-Lambert Talien aussi, qui a été très violent aussi, en sachant que ces gens-là n'étaient pas toujours d'accord avec Robespierre. Robespierre était loin d'être toujours d'accord avec eux, et parfois même à rappeler ceux qui étaient trop violents dans leur répression. Mais oui, les révoltes fédéralistes ont été violemment réprimées à pas mal d'endroits. En sachant non pas que dans d'autres endroits, ça s'est passé plus calmement. À d'autres endroits, il y a des représentants en mission qui ont cherché à calmer le jeu. Mais c'est pas eux qui sont restés dans l'histoire. Parce que forcément, c'est des choses qui se sont mal passées, qui ont plus marqué l'histoire. Donc ensuite, dans son texte, c'est donc dans les principes du gouvernement démocratique que vous devez chercher les règles de votre conduite politique. Là-dessus, en soi, c'est juste, il dit, voilà, c'est la démocratie qu'il faut, et donc c'est dans ces principes-là que vous devez vous inspirer pour la conduite de votre politique au niveau de la Convention. Mais ensuite, il précise quand même une chose, mais pour consolider parmi nous la démocratie, pour arriver au règne paisible des lois constitutionnelles, il faut terminer la guerre de la liberté contre la tyrannie et traverser heureusement les orages de la Révolution, tel le but du système révolutionnaire que vous avez organisé. Vous devez donc encore régler votre conduite sur les circonstances orageuses où se trouve la République, et le plan de votre administration doit être le résultat de l'esprit du gouvernement révolutionnaire combiné avec les principes généraux de la démocratie. Donc là, c'est intéressant aussi parce que on passe de oui, il faut avoir des principes démocratiques, mais attention, n'oublions pas, c'est encore un peu la merde dans le pays, il y a la guerre. Faire attention, voilà, il y a comme des principes d'urgence à rester appliqués. Donc, garder le comité de salut public. La constitution de l'an 1, qui n'est toujours pas appliquée, ne peut pas encore s'appliquer. Et ça aussi, ça peut viser certains sans-culottes qui demandent l'application de la constitution de l'an 1. Donc, c'est leur dire, attendez, c'est trop tôt. Donc voilà, il faut encore régler la situation des orages de la Révolution, donc les guerres intérieures et extérieures. L'écriture thermidorée. Oui, beaucoup des représentants en mission qui ont été très violents ont été ceux qui ont renversé Robespierre pour ensuite l'accuser, dire ah ouais, tout c'est de sa faute, c'est lui qui a tout organisé la terreur. Alors que parfois ils allaient plus loin en violence que Robespierre lui ne le souhaitait. Et certains ont renversé Robespierre parce qu'ils savaient que Robespierre allait s'en prendre à eux, justement parce qu'ils étaient trop violents dans leur mission. Donc c'est un peu ironique après de les voir dénoncer la terreur de Robespierre et se dédouaner complètement. Il y a quand même une certaine hypocrisie de la part de certains. Et ensuite, donc, ce qui est aussi intéressant à remarquer dans ce passage, c'est qu'il dit qu'il faut combiner les principes révolutionnaires avec les principes de la démocratie. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'il entend par cette combinaison. Déjà, il dit, pour lui, donc le principe de la démocratie, qu'est-ce que c'est donc, quel est le principe fondamental du gouvernement démocratique populaire, c'est-à-dire le ressort essentiel qui le soutient et le fait mouvoir, c'est la vertu. Et là, on arrive sur une notion essentielle chez Robespierre, c'est la vertu.
La vertu, c'est quelque chose qui a toujours guidé Robespierre, donc c'est la vertu personnelle et la vertu publique. Surtout la vertu publique, c'est-à-dire faire passer l'amour de la patrie, du bien commun, avant son amour personnel. Donc c'est ce qui a guidé le fait qu'il soit contre la corruption, tout son surnom l'incorruptible, mais ce qui a également du coup guidé, ce qui doit pour lui guider toute l'action d'un gouvernement démocratique, mais également d'un peuple démocratique, puisque le peuple démocratique doit voter pour lui imposer des lois qui peuvent restreindre sa liberté. Et il doit donc accepter de voter pour des gens qui vont voter des lois qui peuvent le restreindre, si ces lois sont pour le bien commun. Et ça demande de la vertu. Donc ensuite, donc je parle de la vertu publique qui opéra tant de prodiges dans la Grèce et de Rome et qui doit en produire de bien plus étonnants dans la France républicaine de cette vertu qui n'est autre chose que l'amour de la patrie et de ses lois. Et là, on voit une référence à la Grèce et Rome. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup présent chez les révolutionnaires. C'est des références à l'Antiquité, au modèle de la République romaine et des démocraties grecques, donc souvent la démocratie athénienne, et qui donc pour eux était un beau modèle prodigieux, donc le prodige. Et pour eux, ça doit permettre de faire de grandes choses en France. Et pour lui, ensuite il dit, mais comme l'essence de la République ou de la démocratie est l'égalité, il s'ensuit que l'amour de la patrie embrasse nécessairement l'amour de l'égalité. Donc pour lui, la vertu, c'est l'amour de la patrie démocratique doit être égalitaire, donc la vertu doit être l'amour de l'égalité, donc un lien avec une des valeurs de la République. Donc là, c'est mettre en avant l'égalité. Il est vrai encore que ce sentiment sublime suppose la préférence de l'intérêt public à tous les intérêts particuliers. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit avant, c'est qu'il faut que le peuple soit, pour que la démocratie puisse vraiment s'appliquer, il faut un peuple qui ait en tête l'intérêt public plutôt que ses intérêts particuliers. D'où il résulte que l'amour de la patrie suppose encore au produit toutes les vertus, car que sont-elles autre chose que la force de l'âme qui rend capable de ces sacrifices? Il faut une force de l'âme vertueuse pour accepter les sacrifices nécessaires pour le bien commun. Et comment l'esclave de l'avarice et de l'ambition, par exemple, pourrait-il immoler son idole à la patrie? Donc voilà, c'est un peuple qui serait guidé par l'avarice et l'ambition ne pourrait pas être un bon peuple pour la démocratie. Non seulement la vertu est l'âme de la démocratie, mais elle ne peut exister que dans ce gouvernement. Dans la monarchie, je ne connais qu'un individu qui peut aimer la patrie et qui pour cela n'a même pas besoin de vertu, c'est le monarque. La raison en est que de tous les habitants de ces États, le monarque est le seul qui a une patrie. N'est-il pas le souverain au moins de fait? N'est-il pas à la place du peuple? Et qu'est-ce que la patrie si ce n'est le pays où l'on est citoyen et membre du souverain? Donc là, il dit que pour que un peuple puisse être vertueux et d'un peuple être citoyen, en fait, et se sentir appartenir à un pays, à la patrie, donc vertu et patriotisme sont liés là. Et donc, pour que le patriotisme existe, il faut de la démocratie, puisque si on est dans une monarchie, il n'y a qu'une seule personne qui gouverne et une seule personne qui donc est souveraine et a donc une patrie. Donc, dans les monarchies, il n'y a que le roi qui peut aimer sa patrie. En tout cas, d'après ce que dit Robespierre. Et ensuite dit que par le même principe, dans les États aristocratiques, le mot patrie ne signifie quelque chose que pour les familles patriciennes qui ont envahi la souveraineté. Donc, voilà, quand on est dans une aristocratie, il n'y a que l'élite qui a le pouvoir, qui est attachée à la patrie. Et donc, il en résulte qu'il n'est que la démocratie où l'État est véritablement la patrie de tous les individus qui le composent, et peut compter autant de défenseurs intéressés à sa cause qu'il en ferme de citoyens. Donc là, c'est intéressant, parce que dans un cadre de guerre, là, il dit, dans la démocratie, le fait de donner à chacun une part du pouvoir, donc le fait que chacun soit souverain, ça fait que chacun aime la patrie et a intérêt à la défendre. Et donc, on aura la France a plus de défenseurs, plus de gens qui sont prêts à se battre pour elle, si elle est une démocratie. Puis là, encore une référence à la Grèce, puisqu'il dit « Voilà la source de la supériorité des peuples libres sur tous les autres. Si Athènes et Sparte ont triomphé des tyrans de l'Asie et les Suisses des tyrans de l'Espagne et de l'Autriche, il n'en faut point chercher d'autres causes. » Donc là, il dit « Regardez, d'autres pays, avec la démocratie, ils ont vaincu des gens qui étaient des pays qui étaient censés être plus forts qu'eux, genre Athènes et Sparte, des petites cités face au grand empire perse. Donc la France, pareil, en tant que démocratie, pourra, avec l'ensemble de ses citoyens, vaincre les tyrannies. » Mais les Français, ainsi, après il continue, mais les Français sont le premier peuple du monde qui a établi la véritable démocratie en appelant tous les hommes à l'égalité et à la plénitude du droit de citoyen. Et c'est là, à mon avis, la véritable raison pour laquelle tous les tyrans ligués contre la République seront vaincus. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit. Les tyrans se sont tous alliés contre la France
seront battus parce que la République est démocratique et que tous les citoyens se battront pour la défendre. Et ensuite, dernier paragraphe, il est dès ce moment de grandes conséquences à tirer des principes que nous venons d'exposer, puisque l'âme de la République est la vertu, l'égalité, et que votre but est de fonder et de consolider la République, il s'ensuit que la première règle de votre conduite politique doit être de rapporter toutes vos opérations au maintien de l'égalité et au développement de la vertu. Donc voilà, il dit au conventionnel, vous devez vous comporter de manière à favoriser le développement de la vertu et de l'égalité, vous devez vous-même être vertueux, et ensuite, oui, car le premier soin du législateur doit être de fortifier le principe du gouvernement, ainsi tous ceux qui tendent à exciter l'amour de la patrie, à purifier les mœurs, à élever les âmes, à diriger les passions du cœur, humain vers l'intérêt public, doit être adopté ou établi par vous. Donc, dans votre politique aussi, vous devez tout faire pour favoriser le développement de la vertu dans le peuple. Et ensuite, voilà, il finit. Remontez donc sans cesse le ressort sacré du gouvernement républicain au lieu de le laisser tomber. Voilà, donc c'est la vertu que la Convention doit favoriser, c'est le ressort sacré du gouvernement républicain. Voilà, donc ça, le texte est lu. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de dire sur le texte? Qu'est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de dire? Plusieurs choses que j'ai pu aborder vite fait, alors que j'aurais pu ça aurait plus développer. Par exemple, oui, quand il dit que la France est un nouveau modèle démocratique au début, ça aussi, c'est important parce que son rapport se base justement sur l'idée qu'il faut organiser la République. Ça, ben, forcément, si la République, c'est quelque chose de nouveau en France, il est important de réfléchir à comment l'organiser. Donc son rapport est important et a du sens. Donc là aussi, enfin, c'est pas, ça ne sort pas de nulle part le fait de. Donc voilà, après, je ne sais pas si vous, de l'autre côté, les quelques personnes qui sont là, vous avez des questions. Donc, ouais, de l'autre côté, ouais, si vous avez des questions sur l'analyse de ce texte, qui a été au final assez rapide, je vais rentrer dans tous les détails. Mais voilà, ça, je pense que déjà, je vais donner des clés de lecture pour le comprendre. Et voilà. Écoutez, merci Jean-Paul Lejeune, merci à vous. Voilà, j'essaye d'être clair et intéressant, voilà, du mieux que je peux. Mais la marmotte de France, j'arrive trop tard. Oui, désolé, la marmotte de France, comme j'avais dit aujourd'hui, le live était à 21h. Mais pour vous résumer, donc on a analysé un texte de Robespierre dans lequel il expose donc la manière dont est organisée la France, enfin la République française, et où il soulève plusieurs idées. Déjà, il soulève l'idée que c'est une organisation démocratique en dénonçant la monarchie et l'aristocratie, ce qui lui permet de mettre en avant l'idée qu'il faut que un suffrage universel, puisque au début, la France, dans la monarchie parlementaire, a mis un temps le suffrage censitaire, auquel Robespierre s'est tout le temps opposé. Et donc, par ce fait, il s'agit pour lui de réaffirmer cet attachement au suffrage universel. Et donc, pour lui, voilà. Et pour lui, le suffrage censitaire, c'est l'instauration d'une aristocratie de l'argent. Donc, c'est quelque chose qu'il dénonce. Et ensuite, il met en avant l'élément de la vertu, qui est un élément central dans la pensée de Robespierre. Il faut vraiment, c'est un élément très important. D'ailleurs, peut-être que je vais essayer de développer, vous expliquer un peu plus ce que c'est la vertu selon Robespierre, parce que c'est vraiment un élément très important dans la pensée de Robespierre. Ça a guidé sa pensée. Donc, c'est une pensée à laquelle il a toujours apporté une grande importance. Il a toujours apporté une grande importance à la question morale. La politique doit être morale et l'immoral est contre-révolutionnaire pour lui. Donc pour lui, la vertu, ça s'inscrit dans ce cadre-là. C'est un élément primordial devant guider l'action de la République, même dans la période de crise. C'est un terme qu'on retrouve beaucoup dans les écrits de Robespierre, qui ne signifie donc pas ce rapport-là. Il parle donc ainsi d'une République vertueuse dès 1789. Non, pas en 1789, en 1790 ou 91. Je sais. En tout cas, il a parlé de la République vertueuse lors des débats sur l'instauration de la République. Donc 1700, ça va être plutôt en 1792. Et lui-même, du coup, essayer d'appliquer ça à sa vie, d'où son surnom d'incorruptible. Et il va aussi essayer de combattre les élus corrompus, ce qui ne fera pas non plus tout le temps. Par exemple, il va être un temps allié à Danton, qui est pourtant connu pour être quelqu'un de particulièrement corrompu.
Et il va rester allié avec Danton jusqu'en avril 1794, donc après la date de parution de ce texte. Cette inspiration de la vertu, il y a eu, ça rejoint le moral universel de Kant. Pour lui, c'est plutôt Montesquieu son inspiration que Kant. Après, il a lu beaucoup de différents philosophes, donc il peut avoir du Kant, mais pour lui, c'est surtout la pensée de Montesquieu dont Robespierre s'inspire. C'était un grand lecteur de Montesquieu, et donc ça a beaucoup joué dans sa formation politique. Et donc Montesquieu, de son côté, considérait que la vertu était un élément important des démocraties antiques, et donc c'est une chose auquel Robespierre fait référence également dans son rapport, comme les révolutionnaires. Par contre, il se sépare de Montesquieu sur un point, parce que Montesquieu considère que la démocratie ne peut plus fonctionner aujourd'hui, que c'était possible avec des citoyens vertueux, et que ce n'est plus possible dans l'Europe moderne, là où Robespierre, au contraire, considère que c'est possible et nécessaire, et qu'il veut vraiment l'appliquer aujourd'hui dans la réalité de la France. Et après, voilà, c'est comme je vous ai dit, pour lui, c'est que dans la démocratie, ceux qui décident des lois sont ceux qui vont devoir subir également les lois. Et donc, il faut qu'ils soient vertueux pour accepter de soutenir des lois qui vont parfois les restreindre, si elles, elles sont favorables au bien commun. Donc, ça nécessite donc un amour de la patrie et de l'intérêt public qui va au-delà de l'intérêt particulier. Et donc, c'est ça que Robespierre va qualifier de vertu. D'où le fait ensuite que le gouvernement doit tout faire pour faire grandir la vertu dans le peuple. Voilà, donc c'est un peu pour comprendre sa pensée. Alors, qu'est-ce qui a pu expliquer les dérapages allant jusqu'à l'horreur et aussi, c'est ce que dit Félix Cornelius, c'est une dictature jacobine. En fait, il faut déjà avoir en tête une chose, c'est que la France est menacée. La République française a plusieurs fois été sur le point de tomber. Donc, il y a une vraie menace qui pèse. Et donc, ça peut justifier déjà de prendre des mesures extrêmes pour défendre la République. Ensuite, il y a un autre élément, c'est la paranoïa qui grandit. Et ça, on ne peut pas comprendre la République, enfin les événements révolutionnaires si on n'a pas conscience que la paranoïa grandit à la fois chez les élites, mais également dans le peuple parisien. Parce que par exemple, quand vous dites qu'il a mystifié les sans-culottes, mais les sans-culottes ont été parfois à demander des mesures extrêmes. Ils demandaient par exemple l'instauration de la terreur. Et ça, voilà, donc c'était aussi eux qui étaient en demande de mesures extrêmes. Et cette paranoïa ne vient pas de nulle part, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de trahisons. Par exemple, Mirabeau, c'était un héros, il était glorifié et tout. Et puis on s'est rendu compte qu'il a trahi. Lorsqu'il y a eu l'armoire de fer de Louis XVI qui a été ouverte, on s'est rendu compte que les deux étaient en correspondance, que Mirabeau était payé par le roi. Alors ça a beaucoup sali son image. Et Mirabeau qui avait été envoyé au Panthéon, il en a été retiré. Mais il y a également Dumouriez, général des armées du Nord, également Lafayette, grand héros, qui sont tous les deux passés à l'ennemi. Et Louis XVI également lui-même, qui pendant longtemps était vu comme un roi acceptant la monarchie constitutionnelle, un roi qui était comme apprécié, malgré la détérioration d'image de la monarchie, ça restait quand même une image du roi des Français. Et on voit qu'il était en contact avec l'étranger et qu'il a trahi la France. Donc ça aussi, donc il y a eu beaucoup de trahisons, y compris donc de gens en qui on avait confiance, les Dumouriez, Mirabeau et Lafayette, c'est des gens en qui on avait confiance. Et ils ont trahi. Donc après ça, on n'a plus confiance en personne. Et si on n'a plus confiance en personne, on va se retourner contre les gens. Ah oui, Lafayette avait déjà sali son image en 1790. Il a fait tirer 14 juillet, c'est plutôt la fusillade du Champ de Mars, plutôt ça, où il a fait tirer sur le peuple. Je crois pas qu'il ait fait tirer sur le peuple le 14 juillet 1790. Parce que le 14 juillet 1790, c'est la fête de la Fédération. Et je crois pas qu'il y ait eu de fusillade à ce moment-là. C'est plutôt la fusillade du Champ de Mars. Donc, il y a vraiment cette mais son passage à l'ennemi a fini de salir son image. Mais même après la fusillade du Champ de Mars, on ne pensait pas qu'il trahirait la France. Donc, fusillade du Champ de Mars, donc c'est 17 juillet 1791. Voilà, j'avais un doute sur la date exacte. Donc, voilà. Donc, quand on ne peut plus faire confiance en personne, on voit des traîtres partout. Et lorsqu'on voit des traîtres partout, il faut les éliminer. Parce que c'est des traîtres qui mettent notre vie en danger. Parce que
il faut aussi pas oublier les menaces qu'a eu la République française. Enfin, le manifeste de Brunswick, quand Paris a été menacé d'une exécution militaire, voilà, il y avait une peur réelle pour sa vie. Et donc, c'était tuer ou être tué dans l'esprit des gens. Donc, tout ça expliquait le fait qu'il y ait une grande violence qui s'est déchaînée parce que les gens étaient persuadés de combattre un ennemi qui voulait leur mort. Donc ça, il faut avoir ça en tête. Ce qui ne veut pas dire que ce qui était fait était bien. Non, non. La terreur, c'était pas quelque chose de bien. Les massacres qui ont été commis en Vendée, ce n'était pas quelque chose de bien. Mais il faut comprendre comment les choses en sont arrivées là. Et pour ça, il faut vraiment avoir ça en tête, c'était que les gens pensaient combattre pour la survie de leur survie personnelle. Voilà. Mais voilà. Et donc aussi, ne pas oublier que Robespierre était loin d'être seul là-dedans. Il y avait tout le comité de salut public qui le suivait à ce moment-là et qui était d'accord avec ces mesures-là, quasiment tout le comité de salut public. Il y avoir quelques membres qui ont pu s'opposer à certaines mesures, mais globalement, il a suivi. Et la Convention avait validé ce que faisait le comité de salut public. Donc la Convention était pour. Et les représentants en mission agissaient de leur propre chef, et parfois avec des consignes, mais souvent, ils allaient... il y avait aussi beaucoup de consignes qui étaient floues de liberté en fait, aux représentants en mission, ce qui fait que certains ont été plutôt à vouloir calmer le jeu, mais certains ont été extrêmement violents. Et ça, c'est difficile d'en appliquer directement la responsabilité aux communautés de salut public, qui contre les cas c'est peu, et encore moins d'appliquer uniquement Robespierre. Et comme je l'ai dit plus tôt dans le live, c'est opposé à certains représentants en mission qui étaient trop violents. Et on en a rappelé certains qui ont du coup contribué à le renverser parce qu'ils avaient peur pour eux. Donc voilà, c'est des choses à garder en tête. D'ailleurs, si la question de la terreur vous intéresse, je vous invite à taper Jean-Clément Martin. Vous tapez ton nom, c'est un grand historien, qui est un grand spécialiste de la terreur et aussi grand spécialiste de ce qui s'est passé en Vendée. Voilà, c'est un historien, d'ailleurs que j'ai un livre à lui ici, et j'en ai un deuxième, mais que j'ai pas. Là, il faudrait que je l'aille le chercher. Il est pas dans ma chambre. Donc c'est un grand historien qui il a beaucoup soit des conférences ou des interviews sur YouTube. Donc tapez son nom sur YouTube et vous allez trouver plein de choses de lui. Et c'est passionnant et voilà, ça permettra de vraiment mieux comprendre cette période-là. Et sinon, il y a aussi les vidéos d'Estonie qui sont très bien sur la Révolution française dans son ensemble. Donc, ben écoutez, oui, après Hugo, bah là déjà forcément c'est bien écrit, c'est Victor Hugo, donc forcément c'est passionnant. Mais oui, c'est très romancé, donc c'est intéressant du point de vue littéraire. Mais pour comprendre vraiment la période et savoir ce qui s'est vraiment passé, c'est pas non plus forcément le meilleur choix. Il vaut mieux travailler directement sur le. Il y a ce qu'on crée des historiens. Jean-Clément Martin, encore une fois, c'est accessible ce qu'il écrit, je trouve, et ses conférences sont très intéressantes. Mais ça n'enlève rien ensuite à la qualité littéraire des écrits d'Hugo, qui sont de toute façon, c'est un grand auteur. Ça c'est clair. Qui je serais pour dire que ce n'est pas un grand auteur? Voilà. Mais en tout cas, donc, je vais juste voir si vous avez d'autres questions. Et puis sinon, ouais, il y a vachement moins de monde que sur Facebook. Je m'attendais qu'il y ait moins de monde, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de monde qui vient. Voilà, même si j'ai mis un message pour dire aux gens qui voulaient venir. Mais oui, c'est clairement sur Facebook, notre audience est. Qui a vécu la légende noire de Robespierre? Ceux qui l'ont renversé, déjà. Ceux qui l'ont renversé. Parce qu'il fallait justifier le fait qu'il ait renversé leur coup d'État. Il fallait justifier la répression qu'ils ont eux-mêmes appliquée contre les soutiens de Robespierre. Et puis aussi beaucoup d'anciens, et comme je l'ai dit aussi, mais des anciens qui ont pratiqué la terreur, donc d'anciens représentants en mission, comme Talien par exemple, qui ont, du coup, il fallait véhiculer une légende noire de Robespierre, et en fait, ouais, mettre tout ce qu'ils ont fait, eux, sur le dos de Robespierre, dire tout est sa faute, nous, on n'y pour rien. Et donc, en fait, Robespierre, qui a une part de responsabilité, a pris la part de responsabilité de tout le monde. C'est devenu le monstre qui avait causé la terreur. Ce qui était faux. Il en a participé, mais ce n'est pas lui, en tant qu'individu, qui l'a provoqué.
mais il fallait un bouc émissaire, en fait, pour que les autres puissent se dédouaner. Et après, ça a été perpétué par ceux qui étaient opposés aux Jacobins, parce qu'il fallait salir aussi par les opposants de la Révolution française en tant que telle, puisque ça permettait de salir toute la Révolution française en disant regardez, la Révolution, c'est horrible, c'est du sang, attention. Donc, voilà, c'est plein de gens différents qui ont contribué à répondre à cette Légion noire parce qu'ils y avaient intérêt. Donc, ouais, ça va d'anciens montagnards à des royalistes. Mais d'ailleurs, c'est le renversement de Robespierre, c'est une alliance entre des gens qui étaient plus à gauche que Robespierre et des gens plus extrémistes et des modérés et de la plaine qui se sont donc tous ces gens-là se sont alliés. Donc c'est vraiment un peu l'alliance de la carpe et du lapin pour soit du côté de la plaine, ça leur a permis de prendre finalement le pouvoir et de mettre en place le directoire, et pour d'autres, c'était de sauver leur peau. Qu'est-ce qui m'intéresse d'être expliqué autrement? Ça dépend, Jean-Paul Lejeune, qu'est-ce que tu entends par ce qui nous est enseigné? Parce que si c'est ce qui nous est enseigné au lycée, il y a beaucoup de choses à changer. Après, j'ai un souvenir vague de ce qui m'était enseigné au lycée. Parce que la Révolution française au lycée, j'ai dû voir ça en première ou en seconde, je sais même plus. Mais c'était il y a genre 9 ans, peut-être. Donc, j'en ai un souvenir vague, mais en tout cas, oui, c'est globalement très simplifié. Et il y a après il y a un manque de temps. Déjà, il faudrait plus de temps en fait pour faire les programmes. Il y a toujours le problème les programmes ne sont jamais finis et tout est rushé. Donc, pour expliquer la complexité des choses, quand c'est rushé, c'est forcément extrêmement compliqué. Ça, c'est clair. Donc, plus de temps, plus de moyens, des classes moins surchargées, mais ça, on arrive dans des débats plus larges sur l'organisation de l'éducation nationale. Mais sinon, oui, il faudrait arrêter la légende noire de Robespierre et dire que oui, Robespierre, pas dire que Robespierre est un héros, clairement pas, mais oui, l'époque est très complexe. Mais souligner que Robespierre n'a jamais été seul au pouvoir, qu'il n'a jamais été un chef suprême et qu'il a qu'une part de la responsabilité. Déjà, préciser ça. Et après, si tu parles de l'enseignement en fac, en fac, là, on voit les choses de manière plus complexe. Donc là-dessus, à part là aussi, peut-être un manque de moyens dans l'université, en soi, l'enseignement qui est donné, je trouve, est de bonne qualité. Mais oui, c'est clairement dans ce qui est enseigné au niveau du lycée et dans ce qui est transmis également par les émissions télé et par la culture populaire sur Robespierre, il y a la Légion noire est maintenue là-dedans. Et donc il faudrait que, je pense, qu'une certaine nuance soit apportée. Bataille historiographique, oui, il y a eu des batailles historiographiques parce qu'il y avait des intérêts politiques. Forcément, pour les historiens, ça change un peu. Oui, ça change. Les historiens, dans le travail des historiens, ça change parce qu'il y a des historiens comme Jean-Clément Martin et d'autres qui ont apporté une autre vision plus nuancée des choses. Et que les historiens qui avaient la vision uniquement du Robespierre noir sont aujourd'hui minoritaires dans le monde universitaire des historiens. Parce que ça a été montré qu'ils avaient tort. Mais oui, il y a eu une énorme bataille historiographique entre pro-Robespierre et anti-Robespierre, parce qu'il y avait des intérêts politiques derrière. Et on pourrait retrouver la même chose sur l'histoire de la Révolution russe, par exemple. Ce genre d'événements historiques, de périodes historiques, sont extrêmement chargés politiquement et donc de débats et de batailles. C'est vraiment une guerre entre historiens. Et quant aux nuances que souligne la Marmotte de France, par contre, dans ce qui est enseigné au lycée, je ne sais pas. Je ne sais pas au lycée ce qui en est maintenant dans les dernières années, ce qu'on voit. Mais par contre, après, dans les émissions, de peu que j'en vois et de ce que je vois également dans le grand public, c'est vraiment la Légion noire de Robespierre est encore présente dans les idées. Après, c'est normal, ça a été enseigné pendant presque 200 ans. Il faut du temps, il faut plus que quelques années pour que ça change dans l'opinion publique. Et c'est vrai qu'une personne qui a eu de tels cours au lycée il y a 20 ans, c'est pas parce qu'on change les cours du lycée aujourd'hui que sa vision va changer. L'école de Furet a été liquidée. Oui, Furet, les théories de Furet, par exemple, Furet qui voyait dans la Révolution française la mère des totalitarismes, ça a été réfuté. La question qui a posée pouvait être intéressante, il y a eu beaucoup de débats dessus, mais on a montré que c'était faux. Sur un aspect, par exemple, clair, c'est que Furet, c'est que le totalitarisme, c'est un État qui est total. L'État qui dirige une répression totale et un contrôle total de la société et qui cherche à façonner l'homme. Dans le cas de la Révolution française, il y avait certes une envie de changer la société. Oui. Une envie peut-être aussi de changer l'homme, peut-être.
Par contre, il n'y avait pas un État total. Il n'y avait pas un contrôle total de l'État sur la répression. Au contraire, la répression parfois s'est faite par manque d'État, plus que par un État qui cherchait trop à réprimer. Donc, c'est un élément qui est quand même central dans le totalitarisme, c'est l'État total, où c'était l'opposé de la Révolution française. Donc voilà, les thèses de Führer ont été globalement réfutées. Donc oui, son école est globalement, dans le milieu universitaire, n'est plus aujourd'hui sérieusement. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de Führetiens ou de gens qui ont des thèses comme celle-là. Et enfin, dans un autre domaine, on trouve encore on peut encore trouver, il n'y a pas si longtemps, des universitaires négationnistes. Donc, c'est pas parce que des gens sont extrêmement minoritaires dans le milieu universitaire qu'ils n'existent pas et que parfois ils ont une certaine audience. Et malheureusement, parfois, c'est des thèses qui sont non admises par le consensus historiographique qui sont mis en avant dans les médias. Et ça, parfois, ça pose problème. Et ça, on a le même problème dans la science, où on met au même niveau des thèses qui sont très controversées avec le consensus scientifique. Ça, les médias, malheureusement, font pas forcément un travail très sérieux là-dessus. Donc ça, c'est un problème général des médias. Mais je pense pas qu'on va partir ce soir sur un débat sur l'organisation des médias. Je crois que c'est pas le thème de la chaîne. Même si ça pourrait être très intéressant, mais là, je pense pas que ce soit le bon moment. Surtout que il est 21h40, je me suis levé à 5h ce matin. Donc on va éviter de lancer un tel débat ce soir. Je crois que c'est mieux pour tout le monde. Voilà. Mais bah écoute, Jean-Paul Lejeune, je suis ravi. De toute façon, bon, il n'y a pas grand monde qui suit en direct, hein, mais je pense que les prochains lives, je les ferai sur Facebook parce que c'est clairement là où il y a plus de monde. Voilà, forcément, sur notre chaîne. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, je pense que la plupart des gens viennent de là. Donc, vous pouvez également nous suivre sur Facebook si ce n'est pas déjà le cas. Et puis oui, voilà. Donc, et puis je suis quand même ravi d'avoir c'était intéressant, que t'étais intéressé, Jean-Paul Lejeune. C'était le but en fait d'intéresser les gens de toute façon. Et puis voilà, même en petit comité, voilà, il y a des gens qui ont participé, on a pu discuter un peu. Et puis voilà, et puis le live sera toujours disponible donc sur la page YouTube, enfin sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez toujours la regarder, regarder la rediffusion. Donc voilà. Écoutez, s'il n'y a pas, je vais juste attendre un peu pour voir si d'autres personnes ont des remarques et des questions. Et puis sinon, je pense que mais merci, la meilleure mode de France. C'est Histoire d'apprendre, c'est le même nom. C'est simple et efficace. Voilà, et puis ouais, je vous souhaiterais une bonne soirée, puis de bonnes fêtes aussi, parce que demain soir, Noël, ouais. Bon, nous, de notre côté, chez moi, ça va être un truc assez tranquille. De toute façon, voilà. De toute façon, je pense que... Pareil, la Commune de Paris. Ah, la Commune de Paris. Ah, ça oui, mais... on en a parlé un peu sur la page Facebook, on a fait des publications dessus. Je crois que j'ai même fait 2 publications dessus, une sur le début et une sur la fin, donc la semaine sanglante. Oui, il faudra un jour, j'en parle un jour, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Que je suis de gauche, moi. Voilà, donc plutôt plutôt côté communard. Donc, c'est une période d'histoire qui m'intéresse beaucoup, mais il faut juste que j'ai le temps d'écrire dessus, parce que c'est une période aussi complexe, beaucoup de choses à dire dessus, et voir quel angle je prends. Est-ce que je parle de toute la commune ou d'un aspect de la commune? Je fais une publication sur Louise Michel, donc il parle un peu de la commune. Mais donc oui, un jour, je pense. Après, c'est pas une période qu'on voit actuellement en cours, et forcément, pendant l'année scolaire, on étudie, enfin, je parle surtout sur la chaîne de ce qu'on voit en cours, parce que sinon, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'écrire des vidéos sur autre chose quasiment que ce que je vois en cours. Enfin, un peu, mais pas vraiment, parce que les cours, ça prend beaucoup de temps, j'ai un job à côté, donc forcément, ça prend du temps. Oui, la Commune de Paris, il y avait un organisme qui s'appelait la Commune de Paris pendant la Révolution française, et c'est un organisme qui était plutôt sur défendre des mesures sociales et radicales. Donc c'est pas pour rien que la Commune de Paris s'est appelée la Commune de Paris. C'est aussi une référence à cette ancienne Commune de Paris. La Société d'études robespierristes existe encore. Oui, elle existe encore. Elle existe encore. Attends, c'est 2. Je crois que c'est 2 d'ailleurs. Attends, je sais plus si c'est 2 les livres que j'ai là sur Robespierre, Portrait croisé. Je sais plus si c'est eux qui, enfin les historiens qui l'ont écrit. Je sais pas s'ils sont membres. Je suis en master. Non, je suis en L3. L3 en troisième année de licence, donc master l'année prochaine peut-être. Enfin, ça dépend. Je ne sais pas encore exactement
je vais faire plusieurs vœux en fait pour l'année prochaine. Peut-être que je serai en master d'histoire, mais j'ai également d'autres. D'ailleurs, il faut que j'écrive à l'université parce que je vais devoir changer d'université parce que je suis dans une petite ville où ça va que jusqu'à la L3. Donc, faut que je fasse des démarches. Oui, donc vous faites bien de me rappeler. Mais ouais, donc faut que pour les vacances, faut que j'écrive à une université pour éventuellement l'inscription l'année prochaine, du coup en master. Mais pour l'instant, je suis qu'en troisième année licence. Jean-Paul Eugène, écoute, oui, bonne soirée à toi aussi, bonne fête, et oui, prenez soin de vous, soyez prudents, parce que malheureusement, la session sanitaire est toujours compliquée, et on sait que les fêtes, si elles réunissent beaucoup de monde, c'est toujours des endroits où la maladie risque de se transmettre, donc soyez prudents, surtout si vous connaissez des personnes à risque. C'est, voilà. Et bravo d'être arrivé en L3 déjà. Oui, oui, c'est du boulot, mais si les choses t'intéressent, si l'histoire t'intéresse et que tu as une certaine capacité à apprendre des choses et à retenir, et aussi il y a de la réflexion, il faut avoir de la réflexion sur les choses, évidemment, c'est pas connaître par cœur, mais bon, là, j'ai une certaine facilité là-dessus, donc ça aide. Mais voilà, je suis arrivé en L3, c'est du boulot, mais ça se fait. En vrai, histoire d'apprendre, ça me motive aussi. Le fait d'écrire des vidéos sur ce que je vois en cours, ça me motive à le bosser. Et donc, ça me motive, du coup, à apprendre des choses sur les cours. Donc, ça m'aide. Et puis, oui, mais bonne fête à toi aussi, la marmotte de France. La marmotte qui met pas trop le chocolat dans le papier d'alu. Voilà. Blague que j'avais en tête depuis que j'ai vu. Je suis fatigué, forcément, ça finit par sortir. Voilà. Oui, donc master second degré pour être prof de français. De toute façon, il y a une histoire de la langue française aussi peut être intéressante. Mais toi, j'espère que pour toi, ton master va bien se passer et que tu pourras devenir prof. Et que quand tu deviendras prof, la situation sera meilleure dans les établissements scolaires, parce que je connais quelqu'un qui a commencé sa première année en tant qu'enseignante cette année, là. Donc, autant dire que quand tu débutes et que tu te retrouves à gérer des élèves un peu stressés par la situation pour certains, ou d'autres pas du tout assez stressés et qui ne respectent pas du tout les gestes barrières, que tu dois gérer donc ça, que tu dois aussi gérer la nettoyage des salles et l'aération des salles, c'est énormément la galère. Donc, clairement, c'est vraiment pas la bonne année pour commencer l'enseignement. Donc, vraiment, j'espère pour toi que cette situation sera plus calme lorsque tu commenceras à enseigner. Ouais, ouais, dur, ouais. Elle est épuisée. La dernière fois, je lui ai envoyé un message qu'elle m'a pas répondu, mais je pense qu'elle est fatiguée. D'ailleurs, tiens, j'ai un message aussi. D'accord. Mais écoutez, moi, je vais vous laisser parce que je commence à fatiguer. Comme je vous dis, je me suis levé à 5 heures du matin ce matin, donc c'est dur. C'est dur, c'est dur. Je vais me coucher et puis section des Gavelli. Ouais, je vais me coucher. J'ai encore depuis demain, j'ai du boulot. Du boulot. Je suis en train de lire du coup ce livre-là que j'ai continué demain. Et aussi un autre livre que j'ai reçu là aujourd'hui. Et celui-là, ça, c'est notre cours sur le totalitarisme qu'on a aussi un examen à la rentrée. Donc là, c'est sur le totalitarisme soviétique. C'était passionnant. Ben, écoute, j'en suis ravi que ça vous ait intéressé. C'est toujours plaisir en fait d'apprendre des choses aux gens et de voir que ce qu'on fait les intéresse. C'est toujours